pendant l'intérim, le mois d'avril, le président du Messane vient voir Abel Goumba. Il dit à Abel Goumba, j'ai consulté les vieilles femmes. Moi, je suis africain, tu sais, Goumba. Elles m'ont dit ceci. Celui qui va remplacer le président Boganda le premier, le même qui avait fait allégeance, hein, celui qui va remplacer le président Boganda le premier va mourir dans 48 heures. Le deuxième dans 3 mois. Le troisième peut échapper. Et comme je t'aime bien, je préfère que tu ne sois ni le premier ni le deuxième. Comme ça, tu seras le troisième. Et, ceux qui ont connu le président Abel Goumba doivent savoir qu'il était un homme assez dur. C'est un scientifique. Très carré. Il ne peut pas accepter ce genre de choses. Il a dit à son... Il dit, mais moi je suis africain. Mais pourquoi vous opposez la science à l'Afrique? Il faut être scientifique. Donc toi, pour l'avenir de ton pays, tu vas entendre des vieilles femmes. Mais nous, c'est un moment crucial. L'Occident nous regarde, la France nous regarde. Donc ça sera qui alors? Qui tu veux sacrifier à ma place? Donc tu veux sacrifier quelqu'un, ça sera qui alors? Ça sera toi. Ah non, 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 c'est pas moi. Bon, bref, est-il que Goumba a compris que la direction du Messane était passée sous contrôle de la franc-maçonnerie, de la chambre de commerce locale, et Guérieux avait donc joué le rôle, et donc le Messane va accorder confiance à David Dako, qui va devenir donc le président, le successeur d'Abel Goumba, enfin de Boganda. Et voilà le drame centrafricain. Tout ce jour-là, Goumba représentait l'aile nationaliste et panafricaniste. Il faut bien le dire. Si Boganda a eu des relations avec les Nkrumah, avec les Padmore, c'est Abel Goumba. Si Goumba n'était pas dans l'équipe de Boganda, avant que Goumba n'arrive dans l'équipe de Boganda, aucune délégation du Messane n'était jamais sortie pour aller voir les Nkrumah. C'est quand Abel Goumba arrive que le Messane commence ses activités-là. Mais ce n'est pas étonnant, parce que lui, il était à Dakar. Il a été formé à Dakar, il a vu les grands orateurs, il a connu le panafricanisme à Dakar. Et donc, le fait qu'on ait écarté Abel Goumba, c'était terminé. C'était l'aile nationaliste. Et les Français vont s'acharner tout le temps pour que Goumba ne soit jamais au pouvoir. Mais tous les Centrafricains savent, ce type était d'une grande intégrité, d'une honnêteté pas possible, incorruptible, désintéressé matériellement. Les Centrafricains qui ont connu ce monsieur savent. Malheureusement, Abel Goumba va donc quitter le pouvoir et à partir de là, il va créer un parti, donc contre son gré, il va créer un parti contre le Messane, puisque le Messane échappe finalement à Abel Goumba, qui s'appelle le MEDAC. Et là, un grand bras de fer va s'ouvrir avec Dako. Il va connaître durant 4 ans, 60 à 64 déportations, exil, prison à l'intérieur du pays, ainsi de suite. Il était déjà médecin, et donc sur conseil du président de l'OMS, directeur de l'OMS, j'ai oublié son nom, il est resté le même jusqu'aux années 80, ce qui... c'est un béninois, je crois. Kenom, voilà. Décédé en 84. Voilà. Kenom, c'est lui à l'époque qui intervient, puisque Goumba était médecin. La situation d'Abel Goumba était terrible. Ça faisait la une tout le temps. Il était en prison souvent, il était souvent bastonné, souvent arrêté, ainsi de suite. Il était député, on avait cassé son humilité. Bon, bref. Et donc, Abel Goumba, pour échapper à ça, Kenom va aller voir Dako, pour dire à Dako, bon, écoutez, donnez-lui la possibilité de sortir. L'OMS peut lui donner une bourse pour continuer ses études. Comme c'est un homme qui aime les études, laissez-le sortir. Donc on va négocier, il a même produit la lettre, hein, dans le 3e tome que je vais publier, la lettre que Nom lui avait adressée. Et donc Abel Goumba va venir à Bordeaux pour faire ses études de médecine. Il était déjà médecin, je rappelle. À Bordeaux, c'est une autre histoire, puisqu'à Bordeaux, on va refuser de lui donner l'accès à la spécialité. On va considérer que son diplôme était un diplôme colonial, alors qu'il avait le statut de médecin français. Il va refaire les études de première année. Il raconte une histoire extraordinaire. Il prenait son bus tout le temps à Bordeaux pour aller à l'école. Un jour en plein cours, puisqu'il a fait, je crois, 6 années d'études après, jusqu'à l'agrégation. Un jour en plein cours à Bordeaux, en fac, enfin en amphi, il y a un professeur qui lui pose la question, mais vous ressemblez
à l'ancien président centrafricain. Il dit c'est bien moi. Et depuis des mois, le professeur avait le président comme étudiant dans la salle, il n'avait jamais rien dit. Il prenait son bus comme un illustre inconnu. Et quand il a fini son agrégation, Bokassa était au pouvoir, ce qu'on vient de voir. Il est donc le premier médecin de son pays, le premier agrégé de son pays. Il écrit à Bokassa, il dit bon, je veux rentrer, pas pour faire la politique, je veux enseigner. Bokassa dit non, le statut, il a même produit la lettre dans ses mémoires. Il dit le statut de la fonction publique n'a pas prévu un grade pour les agrégés. Votre diplôme d'agrégé, c'est votre, c'est votre distinction personnelle. Voilà un pays qui n'a pas de cadre, qui n'a rien. C'est d'ailleurs la situation de Cheikh Anta Diop a connu la même chose, où on lui a fait la polémique comme quoi il n'avait pas la mention à l'université, alors qu'il avait une formation tellement pluridisciplinaire que le Sénégal en manquait. Il suffit d'une décision du ministre pour qu'on en fasse un enseignant, parce qu'il n'aurait pas eu de mention en France, et le Sénégal suivait la décision française comme si c'était bon. Bref, la situation d'Abel Goumba, c'est la même chose. Et donc, il va être condamné à l'exil, et là, il sera donc, il va repartir vers l'EMS. La France lui propose des fonctions, il refuse. Il va à l'EMS, il sera donc au canton de l'EMS au Rwanda, au Bénin, au Zaïre, un peu partout, puisque aujourd'hui, il a même des enfants rwandais, qui ont eu avec une femme rwandaise. C'est suite à cette histoire d'une femme qui était députée entre-temps aussi d'ailleurs. Et donc, Abel Goumba a connu ce triste sort. Mais il faut bien comprendre l'histoire d'Abel Goumba, parce que Abel Goumba, c'est la bête noire de la France. Il était même plus dangereux que Boganda, d'après les Français. Parce que Boganda savait faire le dos rond. Il était quand même prêtre, il savait ainsi de suite. Mais Goumba n'avait pas de quartier. Non, pour lui, l'indépendance, c'est immédiatement. Et la colonisation ne joue pas avec. Il faut arrêter avec cette affaire. Très vite, pour lui, c'était comme ça. Et donc, Goumba a été frappé. Il rentre à Bangui donc en 81, après 18 ans d'exil. Personne ne le connaît. Évidemment, vous connaissez ces pays, quand c'est comme ça, on fait un vide sur vous. Et les Centrafricains en 81, quand Goumba arrive, personne ne le connaît. Alors que c'est lui qui a écrit leur hymne national, c'est lui qui a fait le... Enfin, bref. Donc, en 81, c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. On ferme la parenthèse sur Abel Goumba. On pourra revenir dans les débats éventuellement. Si on revient donc sur l'évolution de la situation du pays, donc cette tragédie de Bokassa, enfin de la mort de Boganda, qui n'a pas pu être succédée par un patriote, a causé tout ce que vous avez vu. La France va faire subir à ce pays, donc c'est la troisième partie, donc la période post-coloniale. La France va faire subir à ce pays David Dacko, que je rappelle bien a été coiffé par la franc-maçonnerie, par M. Guiriot, qui depuis l'extérieur manipulait, puisqu'il était l'un des responsables de la franc-maçonnerie. La plupart des listes centrafricaines, pour trouver place en politique, il fallait rentrer dans la franc-maçonnerie. Ça c'est donc durant la période Dacko jusqu'en 1966. Et Bokassa arrive par un coup d'État qu'on appelle donc l'opération la Saint-Sylvestre, le coup d'État de la Saint-Sylvestre, le 1er janvier 1966. Non, 31 décembre 66, 1er janvier 67, je crois. 65. Non, c'est 67, voilà. Mais attention, il y a quelque chose, c'est que Dacko n'est pas devenu anti-français. Dacko a commis une erreur. La Centrafrique reconnaît la République populaire de Chine avant la France. De Gaulle ne l'accepte pas. Et Dacko a fait un tour en Chine. Et il y a des Centrafricains qui s'appellent maintenant Col Mao. La France s'inquiète que notre enfant commence à devenir un peu turbulent. Donc on a balayé tranquillement et on a mis Bokassa. Il y a même une rivalité, puisque Bokassa, on aurait pu prendre plutôt Isamo, qui était, je crois, le responsable de la gendarmerie. Il était beaucoup plus calme, ainsi de suite. Bokassa, déjà, il y a des gens qui ont des témoignages. Bokassa, on le trouvait dans les bars à Bangui, chef d'état-major. Soulard. Donc, les Français le savaient très bien, ils avaient toutes les fiches dans le film, on l'a vu tout à l'heure. Donc, Bokassa a été choisi à dessein pour détruire, pour maintenir le pays, parce qu'il avait la main forte, ils le savaient. Donc, ils ont pris Bokassa, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec. Bokassa va partir, pour les raisons que vous avez vues, c'est que ces frasques commençaient à gêner un peu la France, pas parce qu'il était anti-français, quoi que ce soit, non. Il fallait qu'il parte. Donc, on l'a fait partir avec l'opération Barracuda, en 79, et dans les soupes de l'avion, des avions français, il y a Dacko qui arrive, donc on prend les mêmes, on recommence. Entre-temps, Dacko était son conseiller. Patassé, tout à l'heure, qui parlait, c'était son premier ministre. Patassé a bien intégré le régime dictatorial depuis 65, à peu près, il était ministre. Et il a continué, il a fait sa carrière, voilà.
Au dernier moment, c'est parce que les Français leur disaient bien qu'on va lâcher Bokassa, c'est pourquoi ils ont quitté le régime, sinon ils allaient continuer à profiter du régime comme il faut. Il faut dire qu'à ce moment-là, Abel Goumba de l'étranger n'a pas arrêté. Il a continué à se battre. Il a créé des partis clandestins, et ainsi de suite. Le FPOPT à l'époque. FPO d'abord. Ainsi de suite. Donc, il a essayé, mais c'était compliqué, parce que c'est un type, d'abord, c'est compliqué. Il y a des anecdotes, hein. Par exemple, les élections de 93, pour faire juste une petite digression, il était au deuxième tour. Il y a des commerçants musulmans qui viennent le voir pour lui dire, bon, président Goumba, ça c'est pour la campagne. Il dit non, je ne prends pas. Il dit non, ça c'est la corruption. Abel Goumba était extraordinaire. Et évidemment, il était pourtant très populaire durant l'Afrique de la résistance contre les régimes et tout, mais il ne voulait pas être corrompu. Donc c'est pas quelqu'un qui pouvait être facilement manipulé par un pays pour aller prendre le pouvoir. C'est pas évident. Et donc, après Dako qui revient, c'est le général Kolimba qui arrive en 81. Kolimba arrive en 81, mais le général Kolimba, c'est aussi un ancien du système Bokassa. Il a été ambassadeur, il a été honorifié, officier, tout ce qu'on veut. Au fond, ce n'est pas un vrai coup d'État. Dako ne tient pas simplement. Il faut trouver quelqu'un qui peut tenir le pays. Parce que Patassi, au moment où Dako revient, bouscule le pays. Patassi un peu plus oubliant. Il est capable de dire la Centrafrique n'est pas une chasse gardée de la France. En même temps, il va coopérer avec la France. Bref, donc, on a mis Kolimba pour tenir le pays. Il a tenu le pays de 81 jusqu'en 93 où il y a eu des élections. Il faut savoir que la période Kolimba, Bokassa a fait les empires, mais Kolimba aussi a eu son lot d'humiliation. Il y a eu un lieutenant-colonel qui s'appelait Mention, un Français, qui était en fait dès le départ chargé de protéger Dako quand on avait fait le coup d'État Barracuda contre Bokassa. Mais ce Mention va devenir carrément le vice-président du pays sous Kolimba. C'est lui qui interroge, ici même des passeports des Centrafricains. Il interroge, il fait les répressions, il fait même des répressions à titre sur le plan tribal. Notamment des gens qui n'étaient pas de l'ethnie de Kolimba pour faire de l'animosité. Enfin, c'est vraiment un colon au sens de la période coloniale, quoi. Et Kolimba humiliait les Centrafricains avec ce Mention. Ce monsieur était tout puissant à Bangui. Évidemment, Kolimba part en 93. Ce sont les élections démocratiques qui ont d'abord raté en 92. Il y en a fait en 93. Ces élections sont extraordinaires. Ça va opposer au deuxième tour Abel Goumba, Patassi. Évidemment, Goumba, en 81, quand il rentre au pays, il ne sort plus. Il décide de ne plus sortir parce qu'il a bien vu que 18 ans à l'extérieur, ça l'a fait complètement oublier de sa population. Mais de 81 à 93, les déportations n'ont pas arrêté. Hein. Il a été toujours souvent déporté, résident surveillé, recteur d'université où devant son bureau il y avait des militaires. Il enseignait devant son fils, il y avait des militaires. Enfin, il a connu ça. Il a dit, je préfère le vivre et construire ici la confiance avec le peuple pour que j'accède au pouvoir. En 93, deuxième tour, Abel Goumba contre Patassi. Mais Patassi, c'est l'ancien premier ministre de Bokassa. Comment il peut battre Abel Goumba? Cette affaire d'élection, souvent on en parle comme un jeu. Non, c'est une élection truquée. Pour une raison très simple. Parce que vous imaginez le passé qu'Abel Goumba avec la France, ou même pas le passé, la relation qu'il avait avec la France, même à ce moment-là. C'est leur bête noire. Focard ne voulait pas entendre parler d'Abel Goumba. Pour lui, c'est l'anti-français incarné, quoi. C'est ainsi de suite. Et en 93, croyez-moi bien, ce sont les hélicoptères français qui vont prendre des urnes pour passer d'une région à une autre. Dans une élection au Goumba au deuxième tour. Mais il ne passera pas. Il préfère Patassi, ils le connaissent bien. Il a travaillé avec Bokassa. Enfin bref, c'est une élection truquée. Il faut que les démocrates africains rendent hommage à Abel Goumba pour ça. Et évidemment, Patassi n'a pas cessé de dire « je suis élu démocratiquement ». Vous comprenez bien qu'on est élu démocratiquement ou pas, mais il a toujours répété ça. « Je suis élu démocratiquement, démocratiquement ». Bref, la situation de la Centrafrique, au-delà des difficultés, des échanges à l'intérieur du système, entre des individus, et ainsi de suite, c'est que la colonisation continue. Nous sommes dans une colonisation en bonne et due forme qui se poursuit. Évidemment, Patassi, durant son règne, il y a des mutineries, ainsi de suite, contre les gens de Kolimba. Bon, ça c'est un peu les enjeux locaux, mais ce n'est pas déterminant par rapport au contrôle du pays. Ce qui est déterminant pour le contrôle du pays, c'est d'être en phase avec la France. Quelles que soient les bagarres locales, ce n'est pas déterminant pour contrôler le pouvoir.
effectivement, comme ça manque aussi d'idéologie, vous savez, lorsqu'il n'y a pas d'idéologie, le partage du pouvoir se fait au couteau. Hein. Celui qui met la main, voilà. Donc, c'est très dur parce que quand vous voyez ces combats entre Patassé et Kolimba, les gens pensent que c'est là l'enjeu. Non, l'enjeu n'est pas là. Ça, c'est l'enjeu accessoire, local. Le vrai enjeu, c'est l'enjeu avec la France. Et donc, c'est Bozizé, finalement, qui va renverser Patassé. Mais qui est Bozizé? C'était le garde-corps de Bokassa. Quand Patassé était son premier ministre, qui est Bozizé? C'était le chef d'état-major de Patassé, quand Patassé a pris le pouvoir. D'accord? Bozizé se sent en disgrâce, donc il va fuir le pays quand Patassé commence à le soupçonner. Dans ces régimes où il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de transparence, on se soupçonne. Aujourd'hui, on est en confiance, après demain, on commence à soupçonner, ça devient comme ça. Donc, Bozizé va prendre l'exil, il va partir dans les pays limitrophes, il va s'entendre avec le Tchad pour renverser Patassé. Mais c'est très simple, parce que le Tchad, avec tout ce qu'il fait là aujourd'hui, avec Djotodia, avec Bozizé, il ne faut pas se tromper. Le Tchad ne peut pas faire ça en Centrafrique sans l'accord de la France. C'est une sous-traitance en quelque sorte. Donc, au lieu de faire des coups d'État comme on a fait avec Bokassa, où 500 légionnaires sont venus d'une nuit sur le pays, non. Maintenant, on passe par le Tchad. C'est plus africain, quoi. Mais en fait, au fond, c'est toujours la France qui est derrière. C'est une particularité, parce qu'avant, quand le mettre fin au régime Patassé, jamais le Tchad n'avait agressé comme ça la Centrafrique en aidant les rebelles qui prennent le pouvoir. C'est que, il y a un élément qui s'est passé, c'est que Patassé est du nord de la Centrafrique. Il est, je crois, Kaba, si je ne me trompe pas. Et sous le régime Patassé, il y a des rebelles tchadiens qui sont frontaliers aussi. Donc, vous connaissez l'Afrique, à nos frontières, on est... Hein. Donc, Patassé les a aidés de temps en temps. Et Déby n'a pas accepté ça. Évidemment, Déby ne peut aller loin que si la France est d'accord. Donc, à la limite, il peut repousser quand ce n'est pas très déterminant. Mais lorsque la France est d'accord pour enlever Patassé, ils vont enlever Patassé. Donc, Déby a profité de la discorde entre Patassé et Bozizé pour utiliser Bozizé afin de mettre quelqu'un qui serait capable d'enlever les rebelles tchadiens qui prenaient appui sur la Centrafrique. Voilà, ça c'est le début de ce qui s'est passé pour que le Tchad fasse ce qu'il fait aujourd'hui en Centrafrique. À l'époque, ça ne se faisait pas. Et ça ne se fait, il faut garder en mémoire que parce que la France est d'accord derrière. Sinon, ça ne se fait pas. Et donc, Bozizé a régné, évidemment. Alors, il y a une information qui s'est passée que le président Abel Goumba est devenu Premier ministre de Bozizé en 2003, quand Bozizé a fait son coup d'État. Ça doit s'expliquer. Il faut savoir que Goumba fait partie de la mauvaise conscience de l'élite centrafricaine. Parce que depuis 1959, ou la mort de Bokassa, il n'a participé à aucun gouvernement. Aucun. Aucun. En 92, il devait y avoir des élections. Ça n'a pas fonctionné, comme chez nous au Congo-Brazzaville, un peu partout, avec le vent de la démocratie. Pour calmer les candidats, Kolimba a créé ce qu'on appelle une présidence tournante ou collégiale. Tous les candidats, y compris les Patassés, avaient statut, entre guillemets, de chef d'État, avec tout ce qu'il fallait. Goumba a refusé, Goumba dit c'est de la corruption. Il n'a jamais cédé sur ce plan-là. Évidemment, en 2003, le vieux Goumba, en 2003, à 76 ans, il n'avait plus de carrière politique, il était fatigué. Ce qui s'est passé quand Bozizé arrive au pouvoir, c'est une guerre terrible. Il y avait les troupes de Mbemba. Ce qu'on voit avec Séléka, ce n'est qu'une répétition. Terrible. Et il n'y a plus personne, tous les leaders ont fui. Et donc, évidemment, sur conseil des chefs d'État de la sous-région, on dit, celui qui peut tenir le pays là, aujourd'hui, à qui on peut faire confiance, c'est Abel Goumba. C'est une négociation qui s'est passée pour qu'il devienne Premier ministre. Mais il ne reste pas longtemps, parce que tout le monde connaît Abel Goumba. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois, mais ça lui a fait mal, puisque cette période-là a été considérée par beaucoup comme étant une trahison, comme étant ceci, comme étant ce, ainsi de suite. Mais Dieu seul sait qu'en 2005, quand Bozizé est parti aux élections, il a condamné les élections de Bozizé, il a porté plainte. Goumba ne fuit pas comme les autres. Quand il n'est pas d'accord, il le dit sur place. Même pendant les mutineries sous Patassi, il était toujours à Bangui. Mais la plupart des leaders centrafricains, quand ça ne va pas, c'est souvent l'exil. Il a connu l'exil, il avait dit qu'il ne partira plus. Il n'est plus jamais parti. Sous Bozizé, effectivement, l'élection de 2005, quand l'élection a été truquée, il a porté plainte à la Cour constitutionnelle. Il est resté à Bangui. Bozizé, ça veut dire qu'il ne pouvait rien faire au vieux.
Il dit, bon, on va trouver un poste de médiateur, pour te... et ainsi de suite. Il est mort médiateur de la République centrafricaine. Et je me souviens, à titre de mémoire, quand on a fait le deuxième tome, qui est là, je suis allé à Bangui la deuxième fois pour présenter le livre, son parti se déchirait. Il y avait son fils qui est banquier, qui avait créé, qui a pris une frange du parti, et un autre de ses compagnons, Moïse Kotaï, qui a pris l'autre frange. Et dans le pays, on disait que c'est lui qui certainement soutient son fils et tout. Alexandre. Moi, je lui ai dit, président Abel Goumba, il faut profiter du deuxième tome pour expliquer que tu ne soutiens personne. Parce que c'est terrible par rapport à ton image, il faut le faire. Le président m'a dit qu'il est médiateur de la République, il ne peut plus parler de ses problèmes. Il dit, mais non, c'est pas possible. Ce que l'histoire retiendra, c'est que tu n'as pas dit mot, tu as laissé ton fils faire. Ce qui s'est passé, en effet, donc, il est mort le 11 mai 2009, le 29 avril, c'est ça je crois, j'étais à Bangui, on a fait donc la cérémonie du deuxième tome, et là il a dit en public, voilà, il a dit en public, il a accepté, il a dit en public que je n'ai soutenu personne dans cette bataille, je mettrai tout ce que je peux faire pour que toutes les composantes s'entendent pour faire l'unité. Il avait prévu de le faire le 11, il est mort le 11, évidemment. C'était une déclaration publique, hein. Ce que je dis là, ce n'est pas des confidences, c'est une déclaration publique. Donc voilà, il est mort le 11, le jour où il avait prévu rencontrer toutes les parties pour pouvoir régler ce problème. Effectivement, il a fait une résistance pendant longtemps. Il ne voulait pas parler de ça en public, il ne voulait pas. On a forcé, et donc malheureusement, il n'a pas pu le faire. Mais pour revenir finalement à cette période post-électorale, post-coloniale, aujourd'hui nous avons Dioto Dia, qui le 24 mars 2013 a pris le pouvoir. C'est un personnage un peu bizarre, personne ne le connaît, mais j'ai fait quelques recherches. Attention, il n'a peut-être pas été ministre, mais Dioto Dia était déjà en 92 dans un comité pour proposer la candidature de David Dacko. Quand quelqu'un choisit David Dacko, quand on connaît l'histoire de Centrafrique, ça a un sens. C'est pas rien. En 92. En 92, il était dans ce comité. Il y a aussi des signalements. On dit que sous le régime Bozizé, deuxième candidature de Bozizé, c'est 2009, je ne sais plus, deuxième élection où il a gagné, 2009 ou 2011, 2010, je ne sais plus. 2011. Il faisait partie d'un comité d'intellectuels pour soutenir la candidature de Bozizé. C'est le fils Bozizé qui a négocié pour qu'on lui trouve un poste de consul au Soudan, je crois. Et Dioto Dia menaçait de faire rébellion depuis. Bozizé l'entretenait même depuis Bangui, pour qu'il arrête ses activités de rebelle. Donc, il fait partie un peu de ce nouveau personnel qui a fait de la rébellion une entreprise normale, quoi. C'est-à-dire qu'un commerce pour arriver au pouvoir. Et ça, ce n'est qu'un avatar de la France-Afrique. Ça donne ça, quand on a ces régimes néocoloniaux là, ça donne ce genre de choses. Si ce n'est pas l'entreprise criminelle de la rébellion, ça sera autre chose. Ça donne sur, si ce n'est pas un pays avec un État constitué comme il faut. Et donc Dioto Dia, j'ai regardé ça, donc c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le pays, hein, attention. Donc il a été souvent dans les arcanes, ainsi de suite, voilà, donc c'est évidemment la France-Afrique. Je disais dans le spot qu'on a fait pour cette conférence que Bokassa est parti, mais le bokassisme continue. Mobutu est parti, mais le mobutisme continue. Parce que Bokassa a fait comment on appelle ça, des enfants, des petits. Bozizé a rendu hommage à Bokassa, il est parti lui faire un hommage sur ça. Donc Bozizé était le garde-corps, Patassé était le Premier ministre. Donc voilà, c'est un peu la situation actuellement en Centrafrique. Qu'on ne se trompe pas sur les atrocités, sur ceci, il y a un fond, il y a un lien, il y a un fond, il y a une ligne de fond, c'est que la France continue à maintenir le contrôle de la situation. J'ai discuté avec quelqu'un qui est à Paris, qui est venu il n'y a pas longtemps,
2 semaines après que Séléka ait pris le pouvoir, cette personne partait prendre l'avion pour venir en France justement, me dit que quand tu prends le taxi pour aller à l'aéroport, à un certain niveau, pour arriver à l'aéroport, il n'y a plus Séléka. C'est la France, ce sont les militaires français qui contrôlent. Vous avez déjà vu ça où? Vous faites un coup d'État. Faites un coup d'État. Et vous laissez le contrôle de l'aéroport par une force étrangère. Et vous ne vous inquiétez pas. Enfin, je ne connais pas ça. Hein. De toute façon, lorsqu'il y a des troubles dans un pays, quand la France prend le contrôle de l'aéroport du pays, c'est fini. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Quand la France a pris le contrôle de l'aéroport de l'Abidjan, c'est terminé. On a vu en Centrafrique, quand la France a pris le contrôle de l'aéroport, Bozizé est parti, il a compris que c'était fini. Hein. On l'a vu un peu partout. Donc, Diotodia ne peut pas faire un coup d'État et être tranquille alors que la France contrôle son aéroport. Soit ils sont en complicité, soit c'est la continuité. Donc, non, il ne faut pas qu'on nous blague comme ça, comme on dit à Abidjan. Donc, c'est pour dire simplement que nous sommes dans un continuum. Si on n'a pas compris l'affaire Boganda, l'échec de l'indépendance, alors c'était une grave erreur. Et Abel Goumba a peut-être des insuffisances, c'est un homme. Mais l'élite centrafricaine, qui aurait dû le soutenir, l'élite centrafricaine. Mais c'est un scandale quand un premier ministre de Bokassa gagne des élections face à Abel Goumba. Mais il n'y a rien dans le pays. C'est un vrai scandale. Moi, quand je discute avec les intellectuels centrafricains, je leur dis, vous pouvez beau accuser Abel Goumba, que ceci, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est inquiétant qu'un premier ministre de Bokassa gagne des élections, et c'est normal, on considère que c'est une élection normale. Effectivement, on peut l'expliquer comme on veut, mais Patassé a fait une catastrophe pendant 10 ans. Évidemment, quand Bozizé fait son coup d'État, les gens sont relativement soulagés. C'est comme Séléka, quand Séléka arrive, les gens pensent que c'est bien. Donc après une dictature, quand un régime arrive, les gens oublient que celui qui arrive est dans la continuité et applaudissent en général. Donc il faut faire très très attention avec ça. Pour finir, je vais donc aborder rapidement la solution panafricaniste. Dans les échanges, peut-être que je reviendrai sur les détails. Évidemment, s'il y a des gens dans la salle qui connaissent bien la situation du pays, ce serait bien de compléter pour l'éclairage de tout le monde. Nous ne sommes pas dans une compétition, nous sommes ici pour éclairer les uns et les autres. La solution panafricaniste. Ce que nous constatons en Centrafrique, c'est une capitulation historique de l'élite. L'élite a capitulé face à son devoir. Le combat pour les indépendances n'est pas terminé. On s'encombre de vocabulaire sur la démocratie, la démocratie, la démocratie. C'est comme si en 58, alors que la colonisation battait son plein, tu dis non, en fait, le combat actuel, c'est pas la décolonisation, mais c'est la démocratie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais la démocratie, dans quel cadre? En fait, le combat d'aujourd'hui, c'est que la démocratie ne vaut quelque chose que s'il y a le combat pour la souveraineté. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut lire les livres centrafricains, Lengou Pandé, ça raconte des... Il dit même dans ses mémoires, il dit, au moment où Boganda meurt, Goumba est trop jeune, et la chambre de commerce, donc l'administration coloniale, trouve Dako plus rassurant. Et il passe. Diogène, il dit que Goumba est trop jeune. Goumba est né en 1926, Dako qui passe est né en 1928. Allez-y comprendre. Donc, quand on voit ce genre... Ils disent qu'il suffit de faire un peu de bonne gestion, un peu de transparence. Mais est-ce qu'il y a un exemple au monde, un pays néocolonial, qui se développe juste en faisant la bonne gestion? Ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment qu'on repose le diagnostic. Le diagnostic africain aujourd'hui, c'est que nous nous trompons fondamentalement le combat. On dit le problème africain, c'est la lutte contre la corruption. Mais ici, il y a la démocratie. Mais pourtant, il y a la corruption. On a découvert que l'UMP faisait la corruption. Et pourtant, il y a la démocratie. Le problème, c'est que la corruption, ça ne va pas finir, ça ne finira pas. Ça fait partie des... Il faut combattre ça, mais avec quels moyens? Si vous n'avez pas la souveraineté, si vous n'avez pas des juges libres, comment voulez-vous qu'ils combattent la corruption? Et tous les Africains, notre problème, c'est la corruption. Notre problème, c'est la corruption.
Mais non, Pas seulement. notre problème, c'est la souveraineté. Il faut obtenir la souveraineté pour avoir les moyens de combattre tous les maux de la société. Les États-Unis, c'est un pays indépendant. C'est un pays souverain, mais il y a la corruption aux États-Unis. Mais les Africains ont dit qu'il faut d'abord combattre la corruption pour que vous voyez le développement. C'est pas possible. Donc, cette capitulation historique de n'avoir pas su, c'est pas propre à la Centrafrique, hein. C'est en tout cas dans quasiment la plupart des territoires francophones, c'est que tant qu'on ne rediagnostique pas les choses fondamentalement pour dire que le combat d'aujourd'hui, c'est le combat pour la souveraineté, tant qu'on n'a pas cette souveraineté, la démocratie ne vaut rien, parce que la démocratie a besoin d'un cadre, ben, on va continuer à tourner en rond. La démocratie est devenue caricaturée sur les élections. Les élections, ce n'est pas seulement la démocratie. Je vous prends un exemple, mais c'est valable pour la Centrafrique, c'est valable pour les autres pays. En 1994, il y a la dévaluation du franc CFA. La dévaluation du franc CFA frappe quasiment tous les pays francophones qui sont sous la répression monétaire du franc CFA. Puisque nous sommes sur la Centrafrique, prenons le cas de la Centrafrique. Le président Patassi est élu en 1993. En 1994, il y a la dévaluation. Que veut dire dévaluation? Dévaluation, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On peut faire la dévaluation pour booster l'exportation. Mais si on est maître de sa monnaie, d'accord? Mais quand on subit une dévaluation depuis Paris, alors qu'on ne connaît pas les enjeux, on n'a pas défini les contours, c'est que en Centrafrique, mais c'est valable pour les autres, au moment de la dévaluation, puisque tout est importé, ce qui valait 50 francs vaut maintenant 100. Si tu vendais pour avoir 100, 10 quantités, il faut maintenant faire 20 quantités pour 100. C'est ça la dévaluation. Pire, c'est que avant la dévaluation, les peuples africains subissent les injonctions du FMI et de la Banque mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit nos élites, comme les Ngoupandé, qui expliquent à longueur de journée qu'il faut appliquer les programmes d'ajustement structurel, ainsi de suite, mais ça n'a jamais développé un pays d'ailleurs, c'est que ça se traduit par une perte de souveraineté sur le plan économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des dettes, comme tout le monde peut avoir des dettes, on vous demande de rembourser les dettes, mais pire que ça, il faut appliquer la politique économique que nous voulons. C'est-à-dire que qui ne répond à aucun besoin local, mais qui répond à un seul besoin, dégager les marges pour rembourser la dette. Voilà ce que le fond des PASS et des PPTE, c'est ça, rendre la dette soutenable. Et nous, on répète, oui, le FMI nous a dit de faire la transparence. Mais vous êtes incapable de définir la transparence vous-même. On n'a pas besoin du FMI pour faire la transparence. Le FMI a un objectif, c'est que vous fassiez la transparence dans le sens de dégager des marges. Faire une politique ultralibérale, arrêter d'embaucher dans l'éducation nationale, dans la santé, dans des pays où vous avez 90% des populations qui ont besoin de santé et d'éducation, il faut arrêter. On devrait embaucher tous les jours en Afrique. Comment on peut développer des pays avec moins de... Enfin, je ne comprends pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1994, lorsqu'on applique la dévaluation du franc CFA, ça frappe directement le centrafricain, à la peau, directement. Parce que même le pain, la farine vient de l'extérieur. Vous voyez? Donc, ajouter à cela les effets des passes depuis mi-80, les années 80, milieu des années 80, déjà le FMI a débarqué avec ses valises. Donc les Centrafricains vont à nouveau subir. Dernier élément, la dévaluation ne fait pas que ça. La dévaluation fait redoubler la dette extérieure, puisque c'est en devise. Tous les sacrifices qu'on a fait consentir aux populations africaines, avec les passes et autres tout, ont été annihilés avec la dévaluation du franc CFA. On n'a pas toujours fait l'étude des conséquences de la dévaluation sur toute la zone franc. Est-ce que quelqu'un a entendu qu'en Centrafrique, l'opposition a demandé une marche parce qu'il y a eu la dévaluation? Non. Est-ce que quelqu'un a entendu que un parti politique dans le système actuel en Afrique a déjà refusé d'aller aux élections parce qu'on a remboursé les dettes odieuses au FMI? Non. Ça veut dire que c'est une capitulation sur les questions de souveraineté. Mais on est capable, parce qu'il y a eu une élection contestée
même dans une bourgade qui n'a pas d'effet sur le pays, on est capable d'appeler ses parents, les ethnies, à se battre. Mais on est incapable, sur la question des droits économiques et sociaux de nos populations, de se battre. Voilà le jeu pervers aujourd'hui. Et quand on fait l'éloge du FMI de la Banque mondiale, il faut prendre des distances avec ce genre d'intellectuels, parce que c'est très néfaste. Nous disons, nous, solution panafricaniste, je suis encore en train de faire des constats, c'est que le néocolonialisme est une application scientifique du sous-développement. Tu ne peux pas développer un pays dans le néocolonialisme, ce n'est pas possible. On nous a vendu un Houphouët-Boigny qui, malgré qu'il était dictateur, mais les Ivoiriens étaient quand même bien. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Qui peut nous expliquer que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'a pas de relation avec un pouvoir qui a duré 40 ans? Voilà ce que ça donne quand on est dans le néocolonialisme. On est dans une illusion de développement, ça finit par exploser à un moment donné. Parce que quand tu es un pays néocolonial, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu peux dire, hein, moi je vais améliorer l'éducation. Moi je vais améliorer, comment on appelle ça, l'autosuffisance alimentaire. Mais dans ce que tu fais, tu vas malgré toi toucher aux intérêts de la puissance qui te dirige. Puisque la néocolonisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es soumis à un régime extraverti de l'économie, il faut continuer à importer. Si tu décides de produire sur place, ça veut dire que tu vas arrêter d'importer. Donc celui qui te domine, le pays tuteur, va réagir. Si tu fais l'éducation, ça finira par éveiller les populations. Ils vont finir par poser le problème de la domination. Donc c'est un leurre de développer dans un système néocolonial. Donc il faut qu'on réévalue ces problèmes. Donc notre solution pour les panafricanistes, il n'y a pas de miracle, c'est le combat. C'est le combat. Ça veut dire que vous et moi dans cette salle, nous devons nous mettre en ordre de bataille. Comment se mettre en ordre de bataille? Les indépendances ont montré que les indépendances octroyées depuis les années 60, être indépendant de façon isolée, Boganda le disait, c'est une dangereuse illusion. Mais pour nous, c'est une catastrophe, puisqu'on a vu les conséquences concrètement. Peut-être que les gens qui ont contesté Boganda à l'époque n'avaient pas vu l'application, mais l'application, nous l'avons vue. Tout seul, on ne peut pas. La Centrafrique, si les Centrafricains sont dans cette salle, je veux dire mes frères centrafricains. Je veux dire mes frères centrafricains. Ce pays n'a pas d'avenir tout seul. C'est un leurre. La Centrafrique, dans l'état actuel du monde, face à l'Inde, qui est un sous-continent, face aux États-Unis, 50 États, il faut bien se le représenter, face à l'Union européenne, qui sont des économies et des puissances, aucun pays africain, à lui tout seul, ne peut faire un développement durable, pour employer les termes à la mode. En fait, ce n'est qu'une tautologie, un développement ne peut être durable, sinon ce n'est pas un développement, justement. Donc, aucun pays. Donc, les Centrafricains doivent comprendre qu'il faut renouer avec l'idéologie de Boganda. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas s'occuper des problèmes d'énergie, d'électricité, mais est-ce qu'on fait ça pour que demain ça tombe? On fait ça pour que ça reste. Pour que ça reste, il faut que nous le fassions en même temps que nous construisons l'avenir de l'État panafricain. Et c'est possible. C'est parce qu'on ne se donne pas les moyens. Il faut réfléchir à la méthodologie, il faut réfléchir aux possibilités. Ça, c'est le premier point. Il faut absolument que... Là, j'en appelle aux panafricanistes. Les panafricanistes ont déserté le champ politique. Boganda faisait la politique. Nkrumah faisait la politique. Nyerere faisait la politique. Mais nous ne sommes plus dans le champ politique. Il faut revenir. Pour revenir dans le champ politique, il faut que les panafricanistes s'organisent. La première victoire, c'est l'organisation. Sans une organisation, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et les panafricanistes sont autant de chapelles. Donc il faut que les panafricanistes s'unissent déjà eux. À la LPU, nous avons dit, chromistes, garvéistes, lumumbistes, mettez-vous tous ensemble. Nous avons un objectif commun. On veut tous l'État fédéral. On veut tous la monnaie commune. On veut tous l'armée commune. On veut tout. Mais est-ce que c'est parce que Nkrumah avait vu à gauche pour le même objectif et que Lumumba avait vu à droite qu'on se divise?
Et comment on est crédible quand on va voir les autres pour dire unissons-nous? Alors qu'il y a autant de panafricanistes. Ça ne marche pas. Nous devons nous remettre en cause. C'est pourquoi nous avons créé la LPU, qui est un cadre qui regroupe tous les panafricanistes. Et il faut que le débat chez les panafricanistes soit ouvert, permanent. On ne veut pas tuer la spécificité lumumiste, ni chromiste. Chez l'international socialiste, il y a bien ceux qui se réclament de Jaurès, ou bien je ne sais pas de quelle école, mais ils sont tous pour le même objectif. Donc il faut qu'on s'unisse, nous les panafricanistes. C'est un préalable. Comment faire? Nous, LPU, nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes bien sur le terrain. Ceux qui nous suivent déjà depuis un moment savent que nous sommes en train de le faire. C'est une entreprise périlleuse, ça prendra du temps. Mais nous sommes convaincus que aucune rébellion, aucun dialogue, aucune force d'interposition ne va changer la donne en Afrique. Il faut que les panafricanistes, eux, prennent, je vais dire ça comme ça, le pouvoir. C'est le pouvoir qui change la vie de nos populations. Il ne faut pas avoir honte ni peur de dire qu'on veut aller au pouvoir pour changer. Parce que nos revendications sont politiques. Sont politiques avant tout. Et territoriales aussi. Bien sûr, y compris. Politique. Je veux dire par là, c'est que nous avons défini une stratégie. Nous avons dit, il faut aller prendre le pouvoir là où on peut prendre le pouvoir. Commencer par des mairies. Il faut prendre les mairies. Et petit à petit, les panafricains vont avancer. Si on dit on veut un territoire immédiatement, ce n'est pas évident. Il faut prendre le pouvoir là où c'est possible. Aujourd'hui, une mairie panafricaniste au Congo, en Centrafrique, au Gabon. Mais c'est une formidable étape pour conquérir peut-être le pouvoir territorial. Mais si on veut tout de suite le pouvoir territorial, ce n'est pas évident. Il faut s'organiser. Nous vous appelons, nous disons que chacun de nous doit faire à son niveau. Nous sommes dans cette salle, un certain nombre de personnes de la Ligue panafricaine de Moja. On peut vous donner les détails par la suite, comment nous fonctionnons. Mais on n'a pas d'autre choix, nous. On n'a pas d'autre choix que de s'organiser dans tous les territoires, mettre des sections et s'unir pour avancer. Donc je vais m'arrêter là, en disant simplement que le cas centrafricain nous appelle tous. Il faut que nous puissions réparer cette faute qui consiste à laisser Boganda de côté. Il faut rendre hommage à Boganda. Il s'est battu avec les moyens de son époque. On peut le critiquer, c'est pas interdit, c'est normal. Au contraire, il faut rendre hommage à Boganda. Il faut rendre hommage à Belgoumba. Il faut rendre hommage à Belgoumba. C'est très important. Et je voulais vous dire, Umoja Ninguvu. Ça veut dire que l'union fait la force. Umoja Ninguvu.